Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes contents de me voir. Bienvenue à ce webinaire Handicap Hauts-de-France. J'espère que tout va bien se passer. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux à vous intéresser à l'apprentissage des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Donc, le webinaire devrait durer une petite heure. Hop. Donc, l'objectif est de vous présenter en fait l'impact de l'évolution réglementaire de l'apprentissage dans la fonction publique, le soutien du FIP lors de cette période et la sécurisation du parcours en apprentissage. Donc, avant de commencer ce webinaire, un petit point technique. N'hésitez pas à interagir, à chatter et à poser vos questions dans le petit espace que vous avez identifié, je pense. Voilà, et donc, comme je vous le disais, les webcams et les micros sont coupés pour avoir plus de bande passante. Donc, la thématique de ce webinaire s'inscrit dans un cadre d'encouragement de l'apprentissage qui date depuis de nombreuses années au FIP et qui s'inscrit aussi dans une volonté de favoriser l'insertion dans la fonction publique par la voie de l'apprentissage. Donc, à l'occasion des 15 ans de la loi cette année, le FIP aura un accent renforcé sur son action pour faciliter le recours à l'apprentissage dans la fonction publique, pour pouvoir favoriser des parcours d'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, le support ainsi qu'une fiche apprentissage réalisée par le FIP vous sera transmis suite à ce webinaire. Le FIP a effectivement essayé de concentrer un maximum de facilitation, y compris en étendant la doctrine historique d'intervention du fonds en matière d'apprentissage. Donc, nous allons débuter la présentation sur l'impact de l'évolution réglementaire. Donc, le premier point important est de rappeler le nouveau cadre de l'apprentissage, puisque les pouvoirs publics, dans la loi du 5 septembre 2018, ont voulu modifier assez profondément l'écosystème de la formation en alternance. Donc, un des points importants à rappeler, c'est que les organismes de formation sont en capacité de présenter une nouvelle offre et ils sont désormais dans une démarche de référencement au titre d'un référentiel qualité qui s'appelle Calliope. Dans ce référentiel, on retrouve les principales exigences qu'un organisme de formation devra être en capacité de démontrer pour pouvoir justifier de financement public au titre de la formation. Donc, ce référentiel présente quelques aspects particulièrement intéressants sur la prise en compte du handicap dans le cadre d'une formation. Le non-respect de ces critères sera considéré comme une non-conformité majeure. L'organisme de formation devra alors démontrer qu'il est en capacité de répondre à ces exigences. Donc, on vous les rappelle brièvement, c'est l'adaptation au public bénéficiaire, l'adéquation des moyens pédagogiques, la désignation d'un correspondant handicap, qui est un des chaînons majeurs dans le nouveau dispositif en ce qui nous concerne. Donc, ensuite, le deuxième point que je voulais aborder est, donc, nous allons maintenant aborder le deuxième point de l'évolution réglementaire. Donc, on va effectivement retrouver un assouplissement du contrat d'apprentissage avec un point intéressant pour les employeurs, avec une attractivité de nouveaux talents. Donc, on savait depuis 2009 qu'effectivement, l'apprentissage était pour les personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Mais la réforme de l'apprentissage qui est contenue dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a aussi augmenté le vivier de candidats potentiels. Tout d'abord parce qu'on peut signer maintenant un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans, mais également pour les personnes qui sont en CDI, elles ont la possibilité effectivement de suspendre leur CDI
pour une période de durée de contrat d'apprentissage, de manière à acquérir de nouvelles qualifications ou certifications. Et c'est d'autant plus intéressant car ça va avoir un impact sur la revalorisation de la rémunération. Donc le pourcentage du SMIC a été revalorisé à 100% pour les plus de 26 ans. Alors, ce qui fait un équivalent de 1 450 € net environ. C'est un montant estimé en termes de salaire. Ensuite, vous avez la sécurisation du contrat d'apprentissage qui a été aussi amendé. Donc, les ruptures de contrat d'apprentissage devaient auparavant passer par le Conseil des prud'hommes. Désormais, elles se font unilatéralement, sans recours devant ce Conseil des prud'hommes. Le second point est que s'il y a une rupture du contrat d'apprentissage alors que l'apprenti est en cours de formation, il y a la possibilité de continuer pour l'apprenti sa formation pendant 6 mois, le temps de retrouver ou de faire les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel employeur. Donc, l'ordonnance du 1er avril portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle permet d'une part de prolonger les contrats jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement, en cas d'interruption du cycle de formation en raison de report ou d'annulation de session de formation ou d'examen. Et d'autre part, la durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires pour les personnes qui n'ont pas été engagées par un employeur et dont le cycle de formation est en cours à la date du 12 mars. C'était une mesure suite pendant la crise sanitaire. Donc maintenant, nous allons aborder le troisième point de l'impact de l'évolution réglementaire. Par rapport à la formation, on sait que les CFA vont disposer d'un certain volume de durée en fonction du diplôme de la formation. Donc au minimum 25% de la durée totale du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage doit être effectuée par l'organisme de formation sous forme théorique, mais qui peut être effectuée en partie à distance. Du coup, pendant la période de confinement, les CFA ont été un peu obligés de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour maintenir une formation à distance. Donc, pour les aider, le ministère a mis en place des outils pédagogiques avec des contenus qui étaient accessibles gratuitement pour une durée de 3 mois. Donc là, c'était une période provisoire, mais ça peut aussi faire évoluer certaines pratiques et effectivement peut-être proposer une forme de modalité, une souplesse dans la formation théorique qui va permettre de faire évoluer les pratiques professionnelles. Donc je vous ai remis l'adresse, si vous ne la connaissiez pas, vers ces modules. Donc, pour rappel, les employeurs de la fonction publique ne contribuent pas à la taxe d'apprentissage. Dans la fonction publique, on est dans un modèle où l'employeur doit payer directement la formation au centre de formation. Mais bien sûr, il faut tenir compte de chaque versant de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, une particularité qui a été créée récemment, c'est un dispositif qui prévoit un cofinancement avec le CNFPT. Donc, j'ai eu récemment quelques questions sur cette nouvelle mesure. Le décret d'application va paraître sur la fin de l'année. Bien sûr, je vous en informerai. Donc, pour l'instant, on n'a pas davantage d'informations concernant ce cofinancement CNFPT et employeur, mais je reviendrai vers vous, bien entendu. Par contre, pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, on est sur une logique de coût 100% employeur. Donc, dans ce contexte de coût 100% employeur, le FIP va accepter de prendre en charge non pas des surcoûts liés à la formation facturée, mais bien le coût de la formation, frais d'inscription inclus. En revanche, il faut être attentif au fait que tous les financements de droit commun devront être mobilisés en premier lieu.
Comme pour toutes les aides du catalogue du FIP, le FIP intervient toujours en dernier financeur. Donc, vous retrouverez les modalités dans cette slide de présentation pour la prise en charge des frais de formation. Pour rappel, 2 modes de financement au FIP. Donc, il y a les employeurs, qu'on appelle les employeurs conventionnés. Donc, ce sont des employeurs qui ont signé des partenariats privilégiés, pluriannuels avec le FIP, et qui donc bénéficient d'une avance de trésorerie et qui ne sont pas concernés par les avances de fonds sur facturation. Donc, ils peuvent, dans ce cadre, financer directement ces mesures sans passer par la plateforme du FIP. Sinon, pour les employeurs non conventionnés, le financement se fait via la plateforme du FIP et sur facture avec des accords préalables sur devis. Voilà. Pour conclure sur la transformation de l'apprentissage, le dispositif tel qu'il a évolué avec la loi de 2018, c'est en fait une opportunité pour tous les acteurs qui utilisent l'apprentissage comme outil d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, cela favorise le rapprochement entre les besoins des compétences recherchées par la fonction publique. Voilà. Donc pour les publics, les jeunes, les adultes, les salariés qui souhaitent reprendre une formation, ou aussi pour tous les conseillers à l'emploi qui accompagnent le public, il y a un portail dans la fonction publique qui permet d'identifier des employeurs qui souhaitent recruter des personnes en contrat d'apprentissage et qui souhaitent accueillir des stagiaires également. Ce portail s'appelle PASS. Vous trouvez l'adresse sur la slide. Donc, sur cette slide, on va voir que le contrat d'apprentissage va permettre à des personnes soit jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, soit à des personnes en cours de reconversion professionnelle de développer de nouvelles compétences. Donc, cela se fait de manière tripartite. Donc, pour l'apprenti en situation de handicap, si l'apprenti est mineur, les parents ou le représentant légal seront présents à la signature du contrat. Cette personne en situation de handicap va être accompagnée ou non par un certain nombre de partenaires. Quand la personne en situation de handicap est identifiée, cela va faciliter la mise en place d'un certain nombre de compensations, mais ce n'est pas toujours le cas, car en effet, il faut rappeler que 85% des situations ne nécessitent pas d'aménagement particulier. Ensuite, vous avez le CFA, Centre de formation des apprentis, qui, lui, va devoir créer une convention de formation. Et maintenant, vous avez des correspondants handicap dans chaque CFA. Vous avez enfin l'employeur, avec le maître d'apprentissage et aussi un correspondant handicap. Donc, on s'aperçoit que réglementairement, les correspondants handicap ont une importance grandissante, puisque maintenant, dans les CFA, ils sont obligatoires, mais également chez l'employeur. On a en tant qu'agent la possibilité, du coup, de contacter le correspondant handicap, que ce soit chez l'employeur ou CFA, pour la mise en place de tous les aménagements nécessaires. On va revenir sur le rôle de chacun par la suite. Ensuite, dans le secteur public, la démarche administrative va être identique à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, donc un CERFA, téléchargeable sur le site servicepublic.fr. Donc, on a mis en exergue la partie relative à l'employeur, car il y a encore des questions relatives à l'assurance chômage. Les employeurs publics doivent adhérer au régime spécifique d'assurance chômage, ce qui permet à l'employeur public d'éviter à la fin du contrat d'apprentissage de supporter le coût de l'assurance chômage. C'est l'État qui le prendra en charge. Donc, la première étape est bien d'établir le contrat d'apprentissage avec l'ensemble des parties, l'employeur, l'apprenti ou la famille de l'apprenti ou le représentant légal qui est mineur, l'employeur, l'apprenti, le maître d'apprentissage
qui doit être identifié avec un certain nombre de garanties, de compétences et d'expériences professionnelles. Et vous avez également l'organisme de formation qui doit aussi signer ce contrat d'apprentissage. La deuxième partie va être la transmission de ce contrat d'apprentissage à l'unité départementale de la directe. Il faut prévoir la déclaration d'embauche et la visite médicale d'embauche ensuite. Effectivement, pour les apprentis mineurs et les apprentis faisant partie de la catégorie surveillance médicale renforcée, ils doivent bénéficier d'une visite médicale d'embauche avant leur embauche effective. Donc cette période a fait évoluer énormément le contexte de l'apprentissage et le FIP reste toujours très présent pour les employeurs publics. Donc on va voir comment le FIP soutient les contrats d'apprentissage dans la fonction publique. Donc le FIP prend en charge la rémunération de l'apprenti. Il prend en charge 80% de la rémunération brute chargée de l'employeur. Le FIP prend en charge les frais de formation, déduction faite des autres aides financières perçues par l'employeur. Dans la fonction publique, quand il y a facturation, il y a obligation d'une convention de formation entre le centre de formation et l'employeur. Cette convention permet d'identifier ce qui justifie le coût de la formation et son surcoût. Ensuite, pour rappeler les modalités d'accompagnement financier, le FIP accompagne le maître d'apprentissage, c'est-à-dire que le FIP va verser les indemnités à l'employeur pour compenser le temps supplémentaire nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti. Donc, il existe aussi une aide forfaitaire de 1 525 € qui peut être demandée par l'employeur du FIP, puis reversée ensuite à l'apprenti. Donc, c'est une prime qui est versée dès la première année d'apprentissage, sauf en cas de redoublement, et qui vise à couvrir les frais de l'apprenti. Donc, il n'y a pas de justificatif à fournir de la part de l'apprenti, et l'employeur décide s'il veut en faire la demande au FIP. Ce n'est pas obligatoire, hein, sachant que la plupart des employeurs la demandent quand même. Une question qui a déjà été posée, cette prime peut être, si un agent, si un apprenti fait plusieurs formations d'apprentissage, cette prime peut être demandée pour chaque diplôme, pour chaque formation. Mais elle ne peut pas être demandée en cas de redoublement. Donc, nous allons maintenant aborder la question de la sécurisation du parcours de formation en apprentissage. Donc, ce principe de compensation est acté dans le Code de l'action sociale et des familles. Toute personne en situation de handicap a droit à compensation des conséquences de son handicap, que ce soit chez l'employeur ou dans l'organisme de formation, le CFA. Donc, on parle alors d'aménagement raisonnable. Je vous ai mis les directives européennes si vous voulez aller plus loin. La compensation du handicap en formation, c'est un principe qui doit envisager tous les aspects. Donc, premièrement, l'apprenti lui-même a ses caractéristiques propres, âge, appétence à l'apprentissage, etc. L'objectif est d'identifier l'impact de sa situation de handicap dans son parcours de formation, mais également dans son environnement de travail chez l'employeur. Ensuite, dans l'environnement de travail de l'apprenti, l'employeur va se charger d'identifier, en fonction de ses tâches de travail, de son organisation de travail, des moyens, des outils,
Donc l'employeur va devoir identifier les moyens à mettre en œuvre pour compenser le handicap avec l'aide du service de santé au travail. Au niveau du CFA, il va y avoir des questionnements sur tout ce qui est adaptation pédagogique, rythme, durée par exemple. Il va falloir définir collectivement les besoins de la personne pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre. Donc, nous allons maintenant aborder les acteurs principaux dans le cadre de cette compensation et de cette sécurisation du parcours de formation. L'apprenti peut avoir un appui via des partenaires comme Cap Emploi par exemple. Donc on peut rappeler aussi qu'il existe le 3APH, qui est un dispositif d'accompagnement des apprentis en situation de handicap au sein du Cap Emploi. Pour les apprentis qui n'ont pas d'accompagnement, à ce moment-là, ce serait peut-être à l'employeur de mettre en place les bons appuis, donc on verra après avec les moyens. On a évoqué tout à l'heure l'entrée dans la loi du correspondant handicap, que ce soit dans l'organisme de formation ou chez l'employeur. Donc au CFA, il y a le correspondant handicap, mais ce correspondant handicap n'est pas seul. Effectivement, il y a une équipe pédagogique qui est présente et qui accompagne aussi dès l'entrée en apprentissage. Cet accompagnement va vraiment être déterminant. Cela va induire la réussite du parcours sur la durée. L'entrée en formation va être facilitée. Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositifs dans certains CFA de positionnement de l'apprenti. Donc on a des CFA qui rencontrent la personne en situation de handicap au départ pour faire un point sur le parcours de la personne, pour bien comprendre les difficultés, pour pouvoir individualiser au maximum. Il va aussi y avoir un lien avec l'équipe pédagogique et avec le formateur référent de l'apprenti au sein du CFA. Enfin, chez l'employeur, vous avez le maître d'apprentissage et le correspondant référent handicap qui vont permettre d'identifier la personne et l'intégrer dans le collectif de travail avec les moyens de compensation disponibles et qui sont possibles. Donc, justement, les situations, donc faut rappeler toujours que les situations les plus simples ne nécessiteront pas d'avoir des appuis de dispositifs externes. Il y a des situations où aucun appui n'est nécessaire. Par contre, effectivement, il faut savoir qu'il y a une offre de service externe qui peut venir en appui aux employeurs et aux organismes de formation. Donc à la GFIP, il y a une ressource handicap formation qui vient en appui au CFA dans la professionnalisation des correspondants handicap des centres de formation. Il y a aussi les handipacts dans chaque région de France, donc qui sont là pour faire le relais du FIP, l'animation des employeurs publics, qui peuvent vous donner de la formation, venir en appui, professionnaliser les acteurs autour de l'insertion et du maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi la référente handicap mutualisée pour la fonction publique hospitalière, qui, elle, accompagne les plus petits, les établissements hospitaliers dans la région. Donc en Hauts-de-France, c'est Karine Delannoy. Pour la fonction publique territoriale, les interlocuteurs privilégiés sont bien sûr les centres de gestion, qui en Hauts-de-France sont tous conventionnés avec le FIP et peuvent aider à la mise en place de contrats d'apprentissage dans les plus petites collectivités. Si l'employeur ou le CFA constate un décalage dans les premières semaines du contrat d'apprentissage, il y a possibilité de faire appel à des ressources pour venir sécuriser le parcours. Donc, vous pouvez alors faire appel au Cap Emploi qui pourront vous accompagner à identifier les bons moyens de compensation à mettre en œuvre, autant chez l'employeur qu'au CFA. Et vous avez aussi des experts qu'on appelle des PASS, des prestations d'appui spécifiques que l'on retrouve pour chaque typologie de handicap. Donc, sur le site handipact-hdf.fr, vous avez un catalogue des acteurs locaux. Vous pouvez retrouver les coordonnées des Cap Emploi, mais aussi des prestataires, des prestations d'appui spécifiques pour la région des Hauts-de-France.
Donc, quelques exemples de compensation proposés dans les CFA. Donc, on a 5 grands types d'adaptation pédagogique. On a l'adaptation des rythmes et des temps de formation. On a des adaptations des modalités pédagogiques, des contenus, des supports et des outils. On a des aménagements de l'environnement. On a des aménagements de la structuration de l'équipe pédagogique. On peut aussi retrouver des aménagements, des évaluations et des conditions d'examen. Donc, en termes de rythme et de temps de formation, il faut savoir qu'il est possible d'aménager la durée du contrat d'apprentissage. Ça peut être plus court en fonction du niveau de la personne. Par exemple, un adulte qui a déjà une première qualification n'a pas nécessairement besoin du même temps de formation qu'une personne qui a moins de formation. Pour tout ce qui est adaptation des modalités pédagogiques, en fonction des besoins de l'apprenant, cela peut être du télétravail, du soutien pédagogique, la création de supports adaptés. On retrouve aussi des exemples d'aménagement de l'environnement. Donc effectivement, est-ce que les locaux sont accessibles? Est-ce qu'il y a besoin d'adaptation technique, d'aide humaine, par exemple? Il peut être nécessaire aussi de structurer l'équipe pédagogique avec désormais le correspondant handicap qui va avoir un rôle important pour faciliter l'intégration de l'apprenti et qui est notamment en lien avec l'équipe pédagogique et l'employeur. Il peut être nécessaire aussi de sensibiliser les formateurs ou les apprenants au handicap. Vous avez aussi des aménagements des conditions d'examen. Donc, c'est à mettre en place dès le début de la formation en ce qui concerne les formations en contrôle continu. Sinon, pour des examens qui n'auraient lieu qu'à la fin de l'année, cela peut être réfléchi 3 mois en amont des examens. Ça va être une démarche à effectuer par la personne elle-même pour les apprentis majeurs. C'est lui qui doit faire une demande d'aménagement et c'est parfois difficile de savoir pour l'apprenti quel aménagement il aurait besoin, car on pense tout de suite au tiers-temps, mais il y a d'autres moyens. Donc, sur cette diapo, vous retrouverez les contacts en fonction du diplôme préparé. Je ne vous ai pas mis des contacts nominatifs, mais trouver le bon interlocuteur en fonction du diplôme, voilà vers quelle structure vous pouvez vous orienter. Voici ici des exemples d'aménagement des examens. Donc très souvent, on trouve une continuité du parcours entre ce qui va être mis en place tout au long de l'année pour sécuriser le parcours et ce qui va être demandé pour l'examen, notamment pour les aides techniques. Donc pour mettre en œuvre tous ces aménagements, le FIP peut financer les surcoûts liés à la situation de handicap, concernant les frais de déplacement, les frais d'hébergement ou les frais de restauration, dans une limite de 150 € par jour. Le FIP peut prendre en charge aussi les surcoûts sociopédagogiques sur le lieu de formation et ou sur le lieu de travail. Donc, en revanche, il est à préciser que le FIP ne prend pas en charge les AVS, car c'est l'éducation nationale, mais historiquement, le FIP prend en charge l'accompagnement sociopédagogique par un prestataire externe chez l'employeur, et donc cette mesure est désormais étendue au CFA. En revanche, c'est l'employeur qui doit en faire la demande, et c'est l'employeur qui va en faire la demande pour le CFA, pour la mise en place au sein du CFA, et c'est le FIP ne rembourse que l'employeur, donc charge ensuite à l'employeur et au CFA de trouver les modalités pour que l'employeur reverse la participation financière
du FIP au CFA. Concernant l'aide du FIP de prise en charge des aménagements techniques, cette aide aussi est étendue au CFA. Ce qui est plus délicat, c'est que c'est le médecin du travail ou le médecin de prévention qui va devoir faire la prescription médicale sur le lieu de formation. Donc, le plafond de prise en charge est de 10 000 € pour 3 ans et ça comprend l'aménagement technique, que ce soit chez l'employeur ou au centre de formation. 10 000 € pour 3 ans. Donc, après la formation en apprentissage, donc il est désormais possible de titulariser directement l'apprenti en situation de handicap à la suite du contrat d'apprentissage. Donc, cette possibilité de titularisation est conduite à titre expérimental pendant une durée de 5 ans, à compter de la publication de la loi Transformation de la fonction publique, soit jusqu'au 7 août 2024. Cette mesure ne concerne que les apprentis du secteur public bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il est à noter que cette mesure n'est pas une obligation pour l'employeur. Effectivement, la décision revient à l'employeur de titulariser ou non l'apprenti suite à son contrat d'apprentissage, mais c'est une mesure qui a été mise en place pour faciliter le passage du contrat d'apprentissage à la titularisation. Voilà. Pour conclure, donc comme je vous le disais en introduction, je vais vous transmettre le support de présentation ainsi qu'une fiche très complète sur l'apprentissage réalisé par le FIP. Je vous adresserai aussi une foire aux questions avec toutes les questions qui auront été posées dans le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je vais réaliser un document avec toutes les réponses et ce sera envoyé à l'ensemble des participants. Juste avant de terminer, je voulais vous donner accès à un sondage qui est anonyme, bien entendu. Voilà. Donc il y a juste 2 questions. C'est un petit sondage de satisfaction. Donc, en parallèle, je regarde un peu dans le chat. Je vois que vous avez bien participé. Donc, la suspension d'un CDI pour un apprentissage est possible. La question dans le cas d'une reconversion de l'agent de la sécurité sociale, peut-on suspendre le statut d'agent? Ça, je vais. Pour certaines questions, il est nécessaire de demander la tâche d'expert. C'est pour ça que je vais faire une fois en question. Concernant les aides exceptionnelles de l'État qui ont été annoncées il y a quelques temps de 8 000 € et 5 000 €, on attend encore le décret d'application pour savoir si effectivement on peut, ou alors je n'ai pas encore vu l'information, mais pour savoir si elles sont mobilisables dans la fonction publique. Si c'est le cas, bien sûr, je vous enverrai une information. Et si elles sont mobilisables dans la fonction publique, bien entendu, elles seront mobilisables en amont des aides du FIP. Le FIP intervient toujours en dernier recours. Je vous enverrai bien entendu les coordonnées de Karine Delannoy, la référente handicap mutualisé. Bien sûr, pour la titularisation, elle est conditionnée à l'obtention du diplôme. Après, il est peut-être nécessaire que l'apprenti redouble pour avoir son diplôme.
Ah ben voilà, une autre question sur la prime. Voilà. Donc, continuez, hein, n'hésitez pas. Voilà, a priori, pas de versement des aides exceptionnelles au secteur public. Oui, je ne voulais pas me prononcer dessus, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations qui vont dans ce sens. Ce serait plutôt dans un premier temps réservé au secteur privé pour les aides 5 000 et 10 000 euros. Voilà, mais je vais vraiment tout vous remettre dans une foire aux questions. Voilà, donc je pense que vous êtes 82% à avoir participé au sondage. Je vous laisse encore quelques minutes. Je vais vous transmettre le support de la même façon que je vous ai transmis le lien de connexion par mail. Et puis, si suite à ce webinaire, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse handipact@apradis.eu. Voilà. Donc, je mets ça au sondage. Voilà. Je vais même vous partager les résultats. Voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de prendre bien soin de vous et de vous dire à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous.